Bonjour, dans cette vidéo je vais te faire une lecture détaillée du sujet de bac spécialité physique-chimie 2024 Centre étranger 1 bis. Je vais t'expliquer comment répondre à chaque question, te donner la solution. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de résoudre toi-même d'abord ce sujet. Ensuite d'utiliser la vidéo pour vérifier ton travail ou si tu bloques sur une question. Je précise que je ne vais pas tout rédiger, je vais t'expliquer comment répondre aux questions, mais à toi de peaufiner la rédaction. Tu trouveras le lien vers le sujet sur Labo Lycée, ainsi que des liens vers des vidéos sur les parties de cours qui correspondent à ce sujet dans la description sous la vidéo. On commence avec l'exercice 1, l'arôme d'ananas sur 9 points, donc un sujet de chimie. Donc on donne une réaction, la synthèse d'un ester, butanoate d'éthyle, avec les deux réactifs notés A et B. Donc on sait que le A c'est l'acide butanoïque, on ne sait pas ce qu'est le B. Alors première question, nommer le réactif B de la synthèse et donner le nom de la fonction présente dans ce réactif. Donc si on regarde, on a un carbone, deux carbones, un groupement hydroxyle, donc une fonction alcool, il s'agit de l'éthanol. On te demande la fonction, donc c'est une fonction alcool. Question 2. Dessiner la représentation de Lewis du réactif A de la synthèse et expliquer pourquoi cette molécule est un acide au sens de Bronsted. Donc c'est tout à fait du cours. Donc si tu comptes le nombre de carbone, que tu peux le dessiner, puisqu'on a une représentation topologique ici. Pour la représentation de Lewis, donc c'est une formule développée où on fait apparaître les doublés non liants, donc ceux qui sont sur l'oxygène ici et là. Alors pourquoi cette molécule est un acide au sens de Bronsted? Si on regarde la liaison OH ici, on sait que O est plus électronégatif que H, beaucoup plus électronégatif que H, ce qui fait que les électrons de la liaison, il y a cette liaison, ce trait-là représente deux électrons, donc les électrons sont attirés vers l'oxygène. L'oxygène tentant à récupérer ces électrons, il y a un moment, l'hydrogène va pouvoir partir sans son électron, ce qui fait qu'il y aura libération d'un ion H+, qui est la définition d'un acide au sens de Bronsted. C'est une question de cours, tu dois y être préparé. Question 3. À l'aide des bandes d'absorption du document 2, retrouvez parmi les deux spectres, flacon 1 et flacon 2, celui qui correspond au réactif A est justifié. Donc ici, le réactif A, c'est bien l'acide carboxylique. Si on regarde les deux spectres, flacons 1 et 2, on va retrouver une bande forte ici. Donc cette bande forte correspond au CO. La bande ici du flacon 2 va représenter les différentes liaisons CH. Et on voit que sur le flacon 1, cette bande CH, elle a tendance à se confondre avec cette large bande ici qui correspond aux liaisons OH, justement de l'acide carboxylique. Donc il n'y a pas de doute, le flacon 1 correspond à l'acide carboxylique. Et donc il pourrait correspondre au réactif A. Question 4. À l'aide des documents 1, page 2, indiquez les précautions à prendre lors du prélèvement des réactifs de cette synthèse. On fait réagir A sur B, on va obtenir du butanoate d'éthyle et de l'eau. L'acide butanoïque, c'est acide, l'éthanol, c'est inflammable, et le butanoate d'éthyle, ici, il est nocif pour la santé. Donc les précautions à prendre, ça va être gants et lunettes, pas de source de chaleur à cause de l'éthanol, et manipulation sous hotte pour éviter de respirer l'ester formé. Question 5. Donnez deux avantages du chauffage à reflux dans ce type de synthèse. Donc l'intérêt du chauffage à reflux, ça va être d'abord de chauffer, c'est-à-dire de pouvoir accélérer, c'est-à-dire d'augmenter la vitesse de la réaction. Donc d'un point de vue cinétique, c'est intéressant. La réaction se déroulera plus rapidement. Et le fait qu'il soit un reflux fait que vous avez un réfrigérant au-dessus. Donc les vapeurs qui peuvent s'échapper lorsqu'on chauffe vont être refroidies, vont être retransformés en liquide et vont retomber dans le milieu réactionnel. Donc il n'y aura pas de perte de réactif par évaporation. Question 6. Montrez que la quantité de matière du réactif A utilisé est Na égale 0,15 mol. On nous dit qu'on va prendre 13,8 ml de réactif A. Et il nous faut déterminer la quantité de matière à partir de ça. Donc la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Si on regarde, on a au-dessus la masse molaire du A, mais on n'a pas la masse. Par contre, on a sa masse volumique. Et on a vu qu'on avait le volume. Donc la masse, ce sera la masse volumique fois le volume, divisé par la masse molaire. On trouve bien les 0,15 mol qu'il fallait trouver. Question 7.
Indiquer si le mélange réactionnel est stoichiométrique et justifier la réponse. Donc on a trouvé 0,15 mol de A et on nous dit qu'on a 0,15 mol de réactif B. Donc les quantités de matière sont les mêmes. Maintenant, est-ce que c'est un mélange stoichiométrique? Si on regarde les coefficients stoichiométriques, ils sont de 1 pour A et B. Donc effectivement, on a bien un mélange stoichiométrique. On a la même quantité de matière de A et de B et les mêmes proportions, c'est-à-dire stoichiométrique 1 et 1 pour les coefficients stoichiométriques. Question 8. En déduire la valeur de eta, cette lettre grecque, le rendement de cette synthèse. Donc le rendement de cette synthèse, il peut être calculé comme le rapport des quantités de matière ou des masses, donc des masses ou quantités de matière obtenues sur la masse ou la quantité de matière maximale qu'on aurait pu obtenir. La masse qu'on a obtenue, c'est facile, c'est 11,7 grammes, c'est indiqué là. La masse d'ester maximale qu'on aurait pu obtenir. Alors on sait que les quantités de matière de A et B, ce qu'on a vu et montré, sont de 0,15 mol. Donc ça veut dire que si elles avaient réagi, on aurait pu obtenir, vu que le coefficient stoichiométrique devant l'ester est aussi E1, la même quantité d'ester que de A ou de B. C'est-à-dire on aurait pu obtenir au maximum, si la réaction était totale, 0,15 mol. La quantité de matière serait 0,15 mol qu'on doit multiplier par la masse molaire de l'ester pour avoir la masse d'ester maximale qu'on pourrait obtenir. Et donc si on fait le calcul, on va trouver un rendement de 0,67, c'est-à-dire de 67%. Question 9. Citez deux méthodes permettant d'optimiser le rendement de cette estérification. Pour augmenter le rendement, question de cours, classique, soit on augmente la quantité d'un des deux réactifs, c'est-à-dire qu'on le met en excès, ça va permettre de déplacer l'équilibre vers la droite, et donc d'obtenir davantage d'ester. Donc on va mettre un des deux réactifs en excès, soit le A, soit le B. Ça va permettre de déplacer l'équilibre, d'aller dans le sens d'une formation de davantage d'ester, donc un meilleur rendement. Ou alors on va extraire un des produits au fur et à mesure qu'il se forme. Soit on enlève l'ester par distillation fractionnée, donc ça évite que la réaction retour se fasse, celle dans le sens inverse, donc on ne va pas avoir de l'ester qui va se retransformer en A ou B, ce qui fait qu'en fait, en gros, on supprime, on transforme cet équilibre en une réaction totale, quasiment. Ou alors on va utiliser un Dinstark, et le rôle du Dinstark, c'est d'enlever l'eau à sa formation, et donc de la même façon, on empêche la réaction retour, et donc on a quasiment une réaction totale. Alors, question 10. À l'aide des caractéristiques physiques des espèces chimiques mentionnées dans le document 1, page 2, indiquez quelle méthode n'est pas applicable et justifiez pourquoi. Donc, document 1, page 2, on a une information ici, ce sont les températures d'ébullition. Donc, la température d'ébullition, 79 degrés Celsius pour l'alcool. Donc, c'est effectivement ce qui va poser problème parce que si on voulait extraire un des produits, notamment le butanoate d'éthyle par distillation fractionnée, en fait, il faudrait que cet ester ait la température d'ébullition la plus basse. Donc en fait, si on fait une distillation fractionnée, c'est l'alcool qu'on va enlever, donc ça ne marchera pas. Alors on ne peut pas trop se prononcer pour le Dinstark, parce que dans le Dinstark, il faut qu'il y ait du cyclohexane qui soit ajouté, et on n'a pas d'information sur la température d'ébullition du mélange qui se forme entre l'eau et le cyclohexane à haute température. Donc normalement cette température d'ébullition elle est relativement plus basse, mais comme on n'a pas l'information, on ne va pas pouvoir se prononcer sur le Dinstark. Donc dans ce cas-là, dans le sujet, vous pouvez uniquement citer la distillation fractionnée, vous n'avez aucune information sur le Dinstark. Si vous avez des soucis de compréhension, si vous n'avez jamais entendu parler du Dinstark, vous ne voyez pas comment utiliser la distillation fractionnée dans ce cas-là, vous regardez dans les liens sous la vidéo. Je vous renvoie vers des vidéos explicatives sur ces deux techniques. Alors on passe à la partie 3, le suivi cinétique. Alors définir l'équivalence et donner la relation entre les quantités de matière des réactifs à l'équivalence du titrage. Donc on précise aussi que Na, la quantité de matière d'acide titré, et N base équivalence, la quantité de matière de base introduite à l'équivalence. Donc l'équivalence, par définition, c'est quand les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. À ce moment-là, si on regarde l'équation, vous voyez qu'elle est là, l'équation support du titrage, elle vous est donnée. La quantité d'acide doit être égale à la quantité de base, les coefficients stoichiométriques étant égaux à 1. Donc, on reprend les notations d'énoncés, c'est très important. On va avoir Na égale N base
à l'équivalence. Donc il faut bien reprendre ces écritures-là. Question 12. Connaissant les valeurs du volume V équivalence fonction du temps, expliquez comment obtenir les valeurs de la concentration en quantité de matière d'acide butanoïque A en fonction du temps. Donc vous avez les valeurs de V équivalence fonction du temps. Donc en fait, on vous demande comment partir de la valeur du volume à l'équivalence pour trouver la valeur de la concentration. Et ensuite, on pourra le calculer à différents instants. D'accord ? Ce n'est pas une fonction temporelle directe. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un petit t dans la formule. Donc la concentration en A, par définition, c'est la quantité de matière de A sur le volume de solution. D'accord ? Donc vous savez, on a montré juste avant que Na, c'était égal à la quantité de matière de base à l'équivalence. Donc N base à l'équivalence sur V. On nous donne le volume à l'équivalence, ici, et on vous donne la concentration en base, qui est juste là. Donc la quantité de matière de base à l'équivalence, ça sera la concentration en base fois le volume à l'équivalence, et on divise par V pour obtenir la concentration en A. Si on fait le calcul pour T égale 5 minutes, donc vous ferez attention aux unités, puisque la concentration est en mol par litre, les volumes sont en millilitres, donc vous avez le volume à l'équivalence qui sera là, et le volume V qui est de 1 millilitre ici. Donc soit vous mettez tout en litres pour simplifier, soit effectivement vous voyez que vous avez un rapport de deux volumes. Donc en fait, la chose importante, c'est que les deux soient dans la même unité, c'est-à-dire vous pouvez les laisser en millilitres. Et vous allez retrouver 3,9 mol par litre. Donc la question 12 est faite. Ensuite, on trace l'évolution de la concentration en A en fonction du temps. On vous demande de donner la définition et l'unité de la vitesse volumique de disparition VdA du réactif A lors de la synthèse du butanoate d'éthyle. Alors par définition, la vitesse de disparition de l'espèce A, c'est moins la dérivée de la concentration A sur dt. Comme c'est une vitesse de disparition, la concentration A diminue. Donc ça veut dire que si on fait juste la dérivée, on va avoir obtenu quelque chose de négatif. Or pour une vitesse, on veut une vitesse qui soit positive. C'est pour ça que vous avez un moins devant. Quelle est l'unité de la vitesse volumique de disparition VdA? Donc vous avez des mols par litre divisé par une durée. Ici c'est donné en minutes. Donc l'unité, donc si vous calculez la vitesse à partir de cette formule, vous allez obtenir des mols litre moins 1, minute moins 1, qui est l'unité de la vitesse de disparition. Encore une question de cours. Question 14. Déterminer comment la vitesse volumique de disparition du réactif A varie au cours de la synthèse. Justifier son calcul à l'aide de la courbe du document 3, page 5. Donc là, il faut dire que la vitesse volumique de disparition du réactif, dont on a donné l'expression ici, elle correspond à la pente de la tangente, à l'opposé de la pente de la tangente à n'importe quel instant de cette courbe-là. Donc on a la courbe de l'évolution de A en fonction du temps. Si on veut la dériver, c'est bien la pente de la tangente. Et comme on veut moins la dériver, ce sera donc l'opposé de la pente de la tangente. Donc vous regardez que la pente de la tangente initiale, elle est assez importante, et puis que si on va à n'importe quel instant un peu plus loin, vous voyez que cette pente, elle diminue. Donc il vous suffit de dire ça. Comment varie la vitesse volumique de disparition? La vitesse volumique de disparition diminue au cours du temps puisque la pente de la tangente a tendance à diminuer. Question 15. Déterminer en justifiant si l'ajout d'acide sulfurique a permis d'améliorer la cinétique de cette synthèse. Donc, la courbe avec l'ajout de cinétique tend vers la même valeur, donc déjà on n'a pas changé le rendement. Par contre, vous voyez que la pente ici est beaucoup plus importante pour la courbe 2 que pour la courbe 1 à n'importe quel instant. Donc si on regarde au même instant, évidemment, vous aurez une pente plus importante pour la courbe 2 que pour la courbe 1. Ça veut dire que la vitesse de disparition va être plus grande pour la courbe 2 que pour la courbe 1 à n'importe quel instant. Donc, on a bien amélioré la cinétique de la synthèse en ajoutant de l'acide sulfurique. Quel est le rôle de l'acide sulfurique? Vous voyez que l'acide sulfurique n'entre pas dans l'équation. Vous pouvez regarder ici, à aucun moment on a ajout d'ion H3O+. Ça ne modifie pas le rendement, c'est-à-dire que ça ne modifie pas les quantités de matière obtenues. Donc il s'agit bien d'un catalyseur, puisque le seul rôle de l'acide sulfurique est d'accélérer la réaction, c'est-à-dire d'augmenter sa vitesse. On passe à l'exercice 2, sécurité acoustique. Donc un exercice qui est relativement simple,
puisque toutes les formules vous sont données, il suffit juste de les appliquer. Question 1. Calcule la valeur de l'intensité sonore I1 perçue par un travailleur situé à une distance D de 1 mètre. Vous avez la formule de l'intensité sonore, vous avez la puissance acoustique, la distance ce sera 1 mètre. Donc vous allez trouver 40 watts par mètre carré. Donc vous ferez attention, I est bien en watts par mètre carré. Vous ne vous trompez pas, mais vous avez l'intensité sonore de référence, donc vous avez l'unité qui est indiquée là. Montrez que le niveau sonore L1 à la distance D1 égale 1 mètre du canon vaut 136 décibels. Donc on a la formule qui vous est donnée ici, on a la valeur de I qu'on vient de calculer, I0 vous est donné au-dessus, il suffit d'appliquer ça et vous allez trouver la valeur de 136 décibels qui est demandée. À l'aide du document 1, page 8, indiquez quel conseil donner à une personne exposée au bruit. Alors 136 décibels, eh bien vous voyez qu'on est pour un bruit court ici dans cette zone-là, donc voilà les actions requises que vous avez juste à recopier. Je vous disais qu'il était facile cet exercice. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand on n'est pas à 1 mètre, mais quand on est dans une habitation qui a une certaine distance qu'on appelle D2 ici. Donc on vous donne en gros la formule qui vous permet de calculer le nouveau niveau sonore quand vous êtes à une distance plus élevée. À l'aide du plan, déterminer la valeur de la distance D2, donc là encore vous avez une histoire d'échelle, à vous de faire en fonction de votre règle ou d'utiliser celle qui est ici. Donc on a trouvé en gros 11,4 cm en distance, sachant qu'un centimètre correspond à 100 mètres, ça vous donne en gros 1140 mètres. Et on calcule L2, donc on prend L1 de 136 décibels qui vous est donné, D2 la valeur que vous venez de calculer, D1 qui valait 1 mètre, et donc vous allez trouver un L2 de 75 décibels. Alors déterminer si les détonations du canon antigrade présentent un risque sonore pour les habitants de l'habitation, expliquer pourquoi. A priori on est en dessous de 80 décibels, donc pas de risque. Ensuite, on vous parle de l'émergence sonore, c'est-à-dire le fait que des bruits répétitifs, soudains, très brefs, soient source de stress. Donc on vous demande de calculer au niveau de l'habitation la valeur de l'émergence sonore due au fonctionnement du canon. Donc on vous explique que c'est la modification du niveau d'intensité sonore du fait d'un bruit soudain. Normalement on est à 65 décibels autour de l'habitation et que le niveau d'intensité sonore de la détonation entendue passe à L2 75 décibels. Donc si on veut calculer l'émergence sonore, on va faire 75 moins 65, on va donc trouver 10 décibels. Et 10 décibels, c'est bien supérieur à 5 décibels le jour, encore plus la nuit. Donc supérieur à 5 décibels. Donc effectivement, on vous demande de commenter ce résultat en considérant les attendus du Code de la santé publique. Eh bien, on est en dehors du Code de la santé publique. D'accord? Donc ça pourrait être niveau de stress reconnu. Question 8. Parmi les matériaux présentés dans le document 2, précisez celui qui est le plus adapté pour tapisser les parois du silencieux. Justifié. On veut mettre en place un matériau qui va atténuer le son à l'émission. On sait que le son a une fréquence d'environ 1000 Hz. Donc vous regardez, vous avez des tableaux d'absorption pour différents types de mousse. Si on regarde à 1000 Hz, ici on est au-dessus d'un peu plus de 0,2 en coefficient d'absorption. Pour celui-là, on est à 0,6 et pour celui-ci, on est à un peu plus de 0,4, un peu moins de 0,5. Donc il n'y a pas à dire. Le meilleur matériau d'absorption, ce sera la mousse Facelift 30 mm. Voici la réponse à apporter. Question 9. Déterminer si le canon antigrade muni d'un silencieux présente un facteur de risque sonore au niveau de l'habitation. On dit qu'on a une réduction de bruit de 14 décibels, donc à l'émission. Et on vous demande le risque sonore, donc de calculer en fait le niveau sonore ensuite. Donc à l'émission, on va avoir L'1 qui sera 136 qui était émis, moins 14 absorbé, il nous reste donc 122 décibels. Ensuite, on reprend la formule qui vous était donnée en fonction de la distance. Ici, on prend le nouveau L1, les distances sont les mêmes, on va trouver L'2 de 61 décibels. Donc vous voyez qu'on est en dessous de danger ici, sans problème, et en termes d'émergence, on serait a priori en dessous du 65 décibels, donc quasiment pas audible par rapport au reste, donc pas de problème a priori d'émergence
non plus. On passe à l'exercice 3, détermination de la valeur du champ de pesanteur à la surface de la Lune. Donc une balle de golf lancée sur la Lune, vous allez vous retrouver avec une représentation de trajectoire, de vitesse V0, donc un sujet de mécanique qui semble a priori classique. Alors, à partir d'une loi dont on donnera le nom, exprimer les composantes du vecteur accélération A dans le repère OX, OY. Alors évidemment, la loi, c'est la deuxième loi de Newton. La seule force qui est exercée, donc ça sera le poids. La balle ne subit aucune force autre que son poids. Donc MA égale P égale donc mg en vecteur. En simplifiant par la masse, on trouve que le vecteur accélération est égal au vecteur g sur la pesanteur lunaire. Alors j'ai oublié de mettre un L ici. Pensez à le faire sur votre copie. Comme g est vertical, il y a uniquement une composante suivant l'axe des y. Comme il est de sens opposé à l'axe positif y, ça sera donc une valeur négative. Il n'y a pas de composante horizontale, donc on va avoir AX qui sera égal à 0, AY qui sera égal à moins G. On déduit les équations horaires x de t, y dt du mouvement de la balle. Donc si vous avez compris comment ça fonctionne pour obtenir ces équations horaires, là c'est du plaisir pour vous, il n'y a qu'à dérouler. Donc on part de AX égale 0, AY égale moins G, on cherche la primitive pour obtenir Vx et Vy. La primitive de 0, c'est une constante que je note C1. La primitive de la constante, ce sera la constante multipliée par la variable. La variable ici, c'est le temps auquel on ajoute une constante, puisque si on dérive une constante, on obtient 0. On pourrait très bien avoir une constante là, il va falloir le déterminer. Pour trouver les constantes, on cherche les conditions à l'origine de la vitesse, c'est-à-dire comment était la vitesse à t égale 0. Cette vitesse à t égale 0, elle est représentée là par le vecteur V0. Donc suivant l'axe des x, un peu de trigonométrie, on aura V0 fois cos θ. Suivant l'axe des y, on aura V0 sinus θ. Comme ce sont les valeurs de la vitesse à t égale 0, et bien en fait, si vous regardez si t égale 0, ce terme disparaît. Donc la constante 1 est égale à V0 cos θ. La constante 2 est égale à V0 sinus θ. Et donc j'obtiens Vx égale V0, Vy égale moins Gt plus V0 sinus θ. Ensuite, on va intégrer ça, trouver les primitives de Vx et Vy pour obtenir x et y. Donc on va obtenir V0t V0t cos θ plus une constante C3. Bon, vous excuserez ma petite erreur, j'ai oublié de recopier ici le cos θ, donc c'est bien V0 cos θ là, je viens de m'en rendre compte, mais j'ai rectifié ici. Donc V0 fois t cos θ plus C3. Si on intègre ce terme-là, donc on va, moins gt va vous donner moins gt carré sur 2, plus V0 fois t sinus θ, plus une constante 4. Pour trouver les constantes, on regarde ce qui se passe à t égale 0. À t égale 0, la balle est à l'origine du repère. On va avoir x0 égale 0, y0 égale 0. Donc ça veut dire que nos deux constantes C3 et C4 valent toutes les deux 0. Donc au final, l'équation horaire, ce sera x de t égale V0 fois t fois cos θ, y de t égale moins gt carré sur 2 plus V0t sinus θ. Alors moi, je me permets effectivement des fois de mettre x en fonction du temps, des fois de ne pas le mettre, même si c'est implicite que x dépend du temps. Sur votre copie, essayez de le mettre et de faire quelque chose de beaucoup plus propre et de mieux rédiger que ce que je fais là. On a les équations horaires. Question 3. À partir des équations horaires, montrez que t vol, la durée de vol de la balle, peut s'exprimer par ceci. C'est le temps écoulé entre le tir et le moment où la balle retombe sur le sol. Si la balle retombe sur le sol, ça veut dire qu'on va trouver y est égal à 0. Donc on reprend cette équation qui doit être égale à 0. Si on cherche à la résoudre, on va avoir une première possibilité, c'est d'avoir t égale 0. Alors t égale 0, c'est effectivement l'autre moment où la balle est au sol, c'est au point de départ ici. Et nous, on va chercher le moment ici, où elle revient au sol. Donc du coup, on peut simplifier par t, et on a juste à résoudre ce terme-là, moins gt sur 2 plus v0 sinus θ égale à 0. Et on va trouver t vol égale 2 v0 sinus θ sur g. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qui vous est demandé ici. Encore une fois, j'ai oublié le grand L. Pour le G, on est bien sur la Lune. À partir des mêmes équations horaires du mouvement, déterminons l'expression du temps de vol en fonction de la portée du tir xp. Donc, xp, c'est la distance qu'a parcouru la balle durant son vol. Donc, on va reprendre ici. Donc, on aura xp qui sera égal à v0 fois t vol fois cos θ. Et donc, si on veut t vol, ce sera xp sur v0 cos θ. Question 5. En déduire en détaillant le raisonnement que l'expression du champ de pesanteur peut s'écrire comme ceci. On a deux expressions pour t vol, celle-ci et celle-là. Et donc, comme c'est la même chose, il y a égalité entre ces deux-là. On va retrouver donc xp sur v0 cos θ.
égale 2V0 sinus θ sur G, celle-ci. Et comme on veut G, donc GL, ça sera le V0 cos θ passe au numérateur de l'autre côté du signe égal, le XP va passer au dénominateur, le G va remonter au numérateur ici, et donc vous retrouvez l'expression qui vous est donnée là et que vous cherchez à trouver. Ensuite, on suppose que la balle s'est arrêtée, a touché le sol, elle n'a pas roulé, à XP égale 36 mètres. Calculez la valeur numérique de GL en précise unité. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à faire une ou plusieurs de ces questions, n'abandonnez pas, pensez que, en le disant bien, vous allez voir qu'il suffit de reprendre cette formule pour faire un calcul, et donc vous pouvez gagner des points. Alors vous faites attention, la valeur de V0, il me semble, était donnée en km/h, donc il va falloir la transformer en mètres par seconde, ici. Cos θ sinus θ, vous faites attention à bien mettre vos calculatrices en degrés, pas vous tromper, XP étant en mètres, et donc on va trouver 1,5 mètres seconde moins 2. Pourquoi est-ce que ce sont des mètres seconde moins 2? Si on regarde l'équation, vous avez des mètres par seconde la vitesse, mais au carré. Donc on a des mètres carrés seconde moins 2, divisé par XP en mètres. Sinus θ, cos θ sont des nombres sans dimension, même chose pour le 2. Donc on a des mètres carrés seconde moins 2 divisé par des mètres. On obtient bien des mètres seconde moins 2. Ça c'est la première chose. C'est la première façon de trouver l'unité. L'autre chose que vous pouvez voir, c'est que G est homogène à une accélération. D'accord? On dit que l'accélération est égale à G. Donc comme l'accélération c'est des mètres seconde moins 2, c'est la même chose pour G. Ensuite, question 7, calculer la valeur numérique de GLO en utilisant les données ci-après. Mais voilà, on vous donne la formule à nouveau. Si vous n'avez pas réussi à faire la question suivante, vous pouvez faire celle-ci et vous pouvez faire la question 7, puisque c'est juste un calcul. Donc, vous remplacez les valeurs. Vous faites attention, la seule chose, c'est que RL, il faudra le mettre en mètres, puisque là, on a des mètres cubes. Donc, il faudra bien le mettre en mètres. Il faudra bien pas oublier de mettre 1740 10 puissance 3 et ne pas oublier de mettre ça au carré. Et vous allez trouver quelque chose de relativement similaire, 1,62. Comparez les deux valeurs de champ de pesanteur, vous voyez qu'elles sont assez similaires aux incertitudes de précision. D'accord, là on avait travaillé qu'avec 2 chiffres significatifs, là on est avec 3 chiffres significatifs. On retrouve des valeurs très proches, donc c'est validé. Ce sujet est maintenant terminé, la vidéo aussi. N'hésitez pas à commenter, à me dire quelles questions vous avez trouvées les plus difficiles. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et je vous souhaite de bonnes révisions.